Je suis vraiment très heureuse d'accueillir Fatma Ossedi aujourd'hui pour la présentation de son ouvrage Avoir un ami puissant, avec un sous-titre qui est Histoire de famille, Alger, Annaba, Alger, Oran, Annaba, j'inverse toujours les noms. Donc elle nous fait l'amitié de venir présenter ce livre à la suite d'un séminaire de recherche qui a eu lieu hier avec Fatma Boufemir aussi qui est ici, et elles étaient toutes les deux discutées par Yamina Mathlouthi, et le séminaire s'intitule Féministes et chercheurs et est organisé par Claire Bendana et Raoula Marti. Donc voilà, on a profité de faire les deux événements en lien, et je vous laisse, on ouvre la séance et je vous laisse présenter l'ouvrage, Fatma, et m'a présenté notre invité avec plus de précision. Je vais te présenter Fatma à des gens qui te connaissent peut-être déjà, mais je vais répéter ce que tu as dit hier, que tu es né à Alger, mais que tu as beaucoup vécu à Tunis, alors de 1958 à 1962. Donc voilà, elle est très fière toujours de le dire, donc je le répète. Tu as vécu donc à Tunis, tu as fait des études à Tunis de 1958 à 1962, et tu es vraiment en lien, on l'a vu, on a compris aussi beaucoup de choses, et j'espère que tu nous les expliquera sur les accointances entre le féminisme algérien et le féminisme tunisien, qui pour moi n'était pas très clair, mais j'ai bien l'intention que tu nous en parles le samedi quand on aura un entretien là-dessus. Alors, je sais que tu as beaucoup travaillé au CREAD, le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement, avec quelqu'un comme Abdeltif Ben Nechnou, on dit comme ça, donc un économiste. Donc tu as commencé aussi avec un économiste, autant où l'économie était une science omnipotente. Et du social, voilà. Une économie politique, voilà, dans l'université. De la modélisation. Voilà. Mais pourtant tu es sociologue, voilà. Tu as commencé dans un monde... Tu es sociologue et tu as préparé une thèse de doctorat à l'Université catholique de Louvain sur les identités féminines à Alger en 1996, et tu es professeur de sociologie à Alger 2. Il y a combien d'universités à Alger? 3, c'est ça? 3, 2, 3. Donc tu es à Alger 2. Je sais qu'il y en a 3 au moins, j'espère qu'il n'y en a pas 4. Voilà. Et tu as enseigné dans beaucoup d'universités, tu as travaillé aussi au CODESRIA, donc qui est un organisme africain, un conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales. La Maison des sciences de l'homme. Oui, à la Maison des sciences de l'homme. Je ne vais pas non plus citer, ce serait ennuyeux, tous les travaux que tu fais, mais je pense que ça va se voir beaucoup dans le travail que tu vas nous présenter. Je vais te laisser peut-être présenter ce travail. Je vais juste dire une chose. J'ai adoré que tu dises je vais travailler en historienne alors que tu es sociologue et tu as mobilisé que des... Mais j'aime bien cette liberté que tu as prise, je trouve ça très bien de le dire. Allez, je te laisse présenter ton ouvrage, et puis après je réagirai peut-être avec des questions si j'en ai, sinon on fera circuler la parole dans la salle. Merci. De la part d'une éminente historienne de m'autoriser à aller sur votre terrain. J'aime que ce ne soit pas un monologue. Alors je suis vraiment d'une vieille tradition, celle de l'écrit, et donc je vais vous lire une présentation. Je voudrais partir de l'idée que la famille, on la définit toujours de façon lapidaire comme la cellule de base de la société. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que la famille assigne à ses membres, à travers des normes, des comportements, elle assigne des règles de comportement, des rôles et des fonctions. Et que ces rôles et ces fonctions pèsent et sont organisateurs des rapports sociaux au sein d'un groupe, d'une communauté, d'une société. À ce titre, elle serait donc la première institution. Nous disons première parce que c'est elle que nous rencontrons d'abord, que rencontre d'abord le sujet social, et elle est aussi le lieu initial d'une transmission qui souvent assigne un destin au sujet.
Ce qu'elle considère comme sa mémoire, qu'elle transmet, constitue donc un jalon important dans la construction d'une histoire collective. C'est à partir de ce qu'elle trie, à travers les récits familiaux, produisant un narratif, c'est-à-dire l'articulant, qu'elle permet aux individus de s'identifier comme un être singulier, mais aussi de s'identifier à un socle commun. Si nous acceptons ce qui peut sembler une évidence, c'est pourtant ce processus, son contenu, que j'ai souhaité interroger dans cet ouvrage. Alors, j'utilise plus souvent le terme d'acteur social que de sujet social ou que d'être humain, parce que les êtres, ce que j'ai voulu aussi étudier, c'est les contradictions, les retours, les régressions, les stratégies des sujets, ce qui fait que les sujets ne sont pas seulement ce à quoi ils sont assignés, mais qu'aussi ils se réapproprient des rôles et ils les transforment. Le premier constat que j'ai pu faire autour de l'étude, c'est qu'il y avait une légende nationale et qu'on retrouve dans la presse très souvent et qui est fondée sur l'héroïsme, la résistance et aussi la solidarité des familles algériennes. Et on doit dire que d'un point de vue économique, si on fait une petite incursion dans l'économie, l'État algérien a toujours beaucoup compté sur cette solidarité familiale pour pallier à des déficits en matière de construction, de logement par exemple, ou de revenus, puisque la combinaison de revenus, le fait d'habiter dans ce qu'on appelle la haïla, la grande famille, permettait au sujet de survivre dans des conditions difficiles. Je pense que ça, aujourd'hui, ça relève et ça renvoie à une légende nationale. Et j'ai voulu vérifier ce qu'il en était. Le premier constat, c'est le caractère profondément contradictoire du rapport à soi que les sujets m'ont présenté. Souvent, un destin d'Algérien était à la fois présenté comme un destin d'un sujet héroïque qui avait affronté une histoire avec des monstres, des ennemis, les autres, et en même temps, c'est un sujet qui pleure sur soi et qui souhaite partir, qui tente toujours de construire un départ, d'aller ailleurs pour advenir. Et donc, on voit qu'à la fois il est pris, cet acteur est pris entre l'héroïsme des anciens, qui est toujours rappelé par l'histoire nationale en particulier, et la fragilité actuelle qu'il peut ressentir confronté au monde extérieur. Au-delà de cette contradiction première, ce que j'ai pu observer aussi, c'est que les Algériens sont souvent définis comme violents. Parler d'un Algérien, c'est parler d'un être qu'on saisit nécessairement comme violent. Or, ce que j'ai perçu, c'est surtout les violences subies par les Algériens tout au long de l'histoire. Et donc, placé dans ce nœud de contradiction, l'acteur ou le sujet social est placé dans la difficulté d'apparaître à soi, c'est-à-dire de se présenter face aux autres, de se définir face aux autres, d'avoir ce recul, de se délimiter face aux autres, d'avoir ce recul sur soi qui lui permet de tenir debout et de dire je, et c'est à partir de là que je parle. Alors, les traces de l'histoire aussi des Algériens, et c'est le propre aussi du récit national, ont été tronquées, transformées, distordues pour présenter ce que j'ai appelé la légende nationale. Et de ce fait, des pans entiers de l'histoire algérienne et de l'histoire des familles algériennes ont disparu, ont été mis sous silence, et les sujets se présentent avec souvent une histoire atrophiée, des récits familiaux atrophiés. Par ailleurs, et donc j'ai été à la recherche de ces traces,
C'est la première conclusion que je peux faire sur les objectifs de ce travail. L'autre chose que j'ai pu rencontrer, c'est le processus dans ces familles d'émergence de sujets individuels, c'est-à-dire d'une aspiration à l'individualité venue avec l'urbanisation, la salarisation, le fait d'être exposé à des médias internationaux, à des modes de vie, à des voyages, tout cela a permis, la scolarisation aussi beaucoup, a permis de faire émerger des individus, y compris et aussi des individus de sexe féminin, qui, je dois le dire, sont à l'heure actuelle les acteurs les plus importants du changement social en Algérie. Ce sont les femmes qui transforment le réel par leurs aspirations, par leur stratégie d'évitement, par leur façon de chercher un job dans une autre ville pour ne pas habiter avec la famille, de trouver des solutions, des négociations constantes sur le vêtement, sur le travail, en particulier le travail, et elles ont beaucoup investi dans la scolarité pour parvenir à ce résultat, parce que l'école algérienne a été vraiment une promesse tenue de la Révolution, je le dis toujours, de la guerre de libération, et le taux d'alphabétisation et de scolarisation des Algériens est très élevé, mais ce sont les filles qui sont le plus scolarisées, elles sont près de 70% dans les universités, toutes filières confondues. Alors, je le dis avec fierté parce que ça prouve bien que quand les femmes ont une opportunité, elles s'en saisissent et transforment le réel, mais aussi je constate que 30% d'hommes qui parviennent seulement à l'université, tout cela crée des frustrations, qui peuvent en partie expliquer les violences contre les femmes, les féminicides, les rapports, la difficulté d'être présent de façon égalitaire, que les hommes, qu'il y ait une présence d'hommes face à une femme et qu'il y ait une présence de femmes face à un homme. Donc le deuxième grand constat, c'est que nous sommes aussi dans une situation où émerge ce que Michel Foucault avait désigné dans l'herméneutique du sujet par le souci de soi. C'est-à-dire ce moment où le sujet a un souci de soi, et de ce fait, il remet en cause l'organisation sociale lorsqu'elle lui demande la soumission à des intérêts qui ne sont pas les siens seulement, mais qui sont ceux d'un collectif, qu'il s'agisse d'une famille, d'une communauté, d'une nation. Et là, vous voyez bien qu'on est dans une situation extrêmement contradictoire. Qu'à la fois, le processus historique et social de développement social, culturel, politique de l'Algérie conduit à l'émergence de sujets individuels et à des personnes qui souhaitent devenir des actrices, des acteurs de leur destin. Et dans le même temps, l'État, parce qu'il ne fournit pas assez de logements, parce qu'il ne fournit pas assez d'emplois, et parce qu'aussi il a besoin de familles autoritaires pour maintenir un État autoritaire, organisé autour de la famille du patriarche. Donc il y a une volonté de maintenir un statu quo qui se manifeste en particulier dans le code de statut personnel algérien, qui donne une représentation de la famille idéale qui n'est pas du tout les familles que j'ai pu rencontrer sur le terrain. Donc ça, c'est le paysage général de la recherche et l'explication des objectifs par rapport aux enjeux actuels de la société algérienne. Mais aussi, d'où vient ce livre? Pourquoi ce sujet? Alors, il vient de plusieurs choses. Il vient d'un poème entendu à Berlin, je vous le dirai, parce qu'il est beau et je suis sûre que la subjectivité, c'est quelque chose aussi qui pèse sur le rapport des sujets au réel, mais aussi de l'ouvrage d'un sociologue égyptien, Saïd Aouas,
qui s'appelle l'histoire que je porte sur le dos, et qui, à partir de cette histoire, nous immerge dans l'histoire de l'Égypte moderne, l'Égypte des colonels, à partir de l'histoire qu'il portait sur le dos. Et j'avais été frappée par cette façon dont un récit individuel fait une petite histoire peut faire écho à la grande histoire, peut l'éclairer, peut en expliquer les enjeux pour les sujets. L'autre chose, c'est d'anecdotes aussi vécues. C'est-à-dire que, comme l'a rappelé Akmal, je suis né à Alger et pourtant je m'estime appartenir à un village de Kabylie qui s'appelle Ain el-Hamam. Et j'appartiens à ce village parce que le récit familial m'a inscrit dans ce village, mais pas seulement le récit, la figure de ma grand-mère, le cimetière. Les cimetières jouent un grand rôle comme un moment d'inscription, là où on enterre ses morts. Le cimetière familial de Ain el-Hamam, donc la langue parlée, l'intimité de la langue kabyle parlée dans la maison, tout cela vous nourrit et vous fait appartenir, y compris quand vous n'êtes pas né dans un endroit que j'ai toujours vécu en ville. Je n'ai jamais vécu à Ain el-Hamam. J'y suis allée en vacances parce que ma grand-mère, tant que ma grand-mère était vivante, et pourtant vous ne me ferez jamais dire que je ne suis pas d'Ain el-Hamam, parce que j'appartiens à un groupe familial et qu'il y a un récit, et que ce récit m'a nourri. Mais aussi de travaux qui ont précédé ce travail et qui ont été importants. Je pense au travail de Malik et Franz von Almen sur la famille algérienne dans les années 70, première pierre blanche, mais aussi des travaux d'Adel Fawzi dans les années 80, seconde pierre blanche, et qui ont beaucoup nourri mes réflexions. Le fait aussi d'avoir travaillé avec Claudine Chollet pendant très longtemps, qui pratiquait une sociologie du terrain, et qui m'avait initié, ce fut mon premier chef d'équipe, ma directrice de recherche quand j'ai passé mon magistère et mon DEA, j'ai été son assistante, donc j'ai beaucoup fait de terrain avec elle, et elle m'a introduit à ce que j'appellerais une sociologie compréhensive qui laisse une large part au terrain et qui considère que les sujets sociaux ont un savoir sur eux-mêmes et qu'ils sont en mesure de nous rendre compte de ce qu'ils vivent. Mais aussi, comme je ne suis pas toute jeune, j'ai derrière moi une longue pratique de sociologue de la famille. Alors maintenant, la partie plaisir, je vais vous lire le poème. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre, ils sont dans l'arbre qui frémit, ils sont dans le bois qui gémit, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort, ils sont dans la case, ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres qui ne sont pas partis, qui ne sont pas sous la terre, qui ne sont pas morts. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans le sein de la femme, ils sont dans l'enfant qui vagit, dans le tison qui s'enflamme. Les morts ne sont pas sous la terre, ils sont dans le feu qui s'éteint. Ils sont dans les herbes qui pleurent, ils sont dans le rocher qui geint, ils sont dans la forêt, ils sont dans la demeure. Les morts ne sont pas morts. Écoute le souffle des ancêtres. Il redit chaque jour le pacte, un grand pacte qui lie à la loi notre sort, aux actes des souffles plus forts, le sort de nos morts qui ne sont pas morts, le lourd pacte qui nous lie à la vie, la lourde loi qui nous lie aux actes des souffles qui se meurent, dans le lit et sur les rives du fleuve,
des souffles qui se meuvent dans le rocher qui geint et dans l'arbre qui pleure. Des souffles qui demeurent. Je raccourcis. Écoute dans le vent le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. C'est un poème de Biraga Diop dans L'heure et lueur et qui est apparu aux éditions Présence africaine en 1960. Tu permets que je t'interrompe parce que ça me donne envie de lire. Ça m'a rien, je prends une liberté, mais ça fait trop écho à ce que tu dis. Alors, c'est les derniers paragraphes écrits par Fatma de son bouquin, qu'elle prétend en faire comme une historienne, alors qu'elle est sociologue. Pour ma part, non, vous voyez les historiens. Je te taquine, mais tu as fait un travail d'histoire quand même. Alors, pour ma part, je vis, ça c'est Fatma Oussedir qui parle, pour ma part, je vis et j'affronte chaque jour avec la certitude que mon identité personnelle est celle d'une francophone, d'une amazirophone, héritière du royaume de Tahert et de la Qal'a de Beni Hamed. Je me nourris du dhikr de Mostranum et de la lecture des Biet à Beni Isghem. Parlant insuffisamment l'arabe, je suis citadine et algérienne, dotée d'une histoire familiale pleine d'affection, dont le berceau se trouve dans les montagnes de Kabylie, de territoires que sont Bolonine et Ain el-Hammam, mais aussi de Boussaada et de Tarit. Ayant aussi voyagé à travers le monde, je n'ai conscience que de ce déplacement, car c'est celui-ci qui me donne un beau pays, l'Algérie, comme horizon, et je puise dans tout ce qui précède, chaque jour, pour vivre cet horizon même lorsqu'il s'assombrit. À ce titre, je ne peux pratiquer l'amnésie, et j'ai dû produire du récit. Ainsi, et c'est une des grandes leçons de cette réflexion, pour qu'une référence puisse fonctionner, il faut pouvoir la vivre comme telle, c'est-à-dire la maintenir à distance, en partir pour seulement s'y référer. L'histoire collective et individuelle des sujets nous permet de voir fonctionner la référence à travers les difficultés, les conflits, les détournements, les demandes en direction des êtres et de la société. Mais aussi l'expression d'une identité du sujet nous apparaît dans ses révoltes, ses combats, ses refus. Ce parcours n'est possible qu'en affrontant le monde qui nous entoure, et en Algérie, les sujets nous ont dit qu'à présent, il faut, pour cela, avoir un ami puissant. Voilà, vous avez compris l'inspiration. Hein. Ça marche, j'étais regroupée, mais je trouvais qu'il y avait quand même un écho, oui, c'est vrai, j'avais c'était du happening, mais il s'imposait. C'est toujours bien. Comment donc sommes-nous des humains aujourd'hui en Algérie? Seuls, mais aussi avec d'autres, les vivants et les morts, les martyrs, sur un même territoire. Cela signifie comprendre que si nous sommes avec d'autres, c'est que nous avons en Algérie en partage un monde vivant avec ses morts. Je pense qu'il y a des Algériens dans la salle qui entendent ce que je veux dire, c'est-à-dire le rappel constant du martyr, de ceux qui sont morts pour que nous puissions vivre, de ceux qui sont morts pour que nous puissions aller à l'école, de ceux qui sont morts pour que nous nous taisions, de ceux qui sont morts, bref, nous avons en partage une terre et nous la partageons quotidiennement avec ces morts. Les récits familiaux qui nourrissent ce travail nous ont été livrés sous forme de récits qui mêlent la terre, les objets et des êtres, mais aussi des musiques. Les récits sont ceux des personnes qui détiennent les romans familiaux, parce que dans chaque famille, il y a une personne qui est investie comme ça. J'approche la famille et puis au bout d'un certain temps, je n'ai plus qu'un interlocuteur. C'est celui ou celle qui sait, celui qui détient le savoir sur le groupe. Et c'est celui-là qui devient l'interlocuteur et qui organise finalement l'appartenance du groupe à la société. Il peut s'agir d'une femme. Par exemple, il y a des familles dont je donne le nom, parce que ce sont des familles très connues en Algérie, dans leur ville, puisqu'il s'agit de 3 villes, et donc avec leur accord, j'ai convenu de donner leur nom parce qu'il aurait été ridicule de les citer de façon anonyme, alors que tout le monde les reconnaissait très aisément. Mais dans chaque ville, j'ai pris 10 familles, ce qui signifie qu'il y a des familles de catégories diverses, et pas seulement
ces familles extrêmement reconnaissables. Il y a des chômeurs, il y a des homosexuels, il y a des femmes seules, il y a des familles de catégorie moyenne. C'est 10 familles à Oran, 10 familles à Annaba, 10 familles à Alger. Alors dans le livre, il y a une contextualisation, c'est-à-dire une inscription dans des territoires d'Oran, les mouvements de population, Oran, Alger, Annaba. Mais aussi, j'ai parlé de musique tout à l'heure, chacune de ces villes a une musique. Et la musique a joué un grand rôle, parce qu'à chaque fois, dans ces familles, on était à Annaba, on aimait Hamdi Bennani, on avait un lieu, je vous dirai comment, quand j'ai abordé les lieux. Je suis allée à Annaba. Ma première question a été dans les rues de demander aux gens, d'après vous, qui représente Annaba ? Il y avait au même moment à Annaba un député très connu et relativement puissant, qui était énorme, qui s'appelait Tliba, et qui était apparemment le personnage puissant, puisque le plus en lien avec le pouvoir central, et qui aurait dû être le nom qu'il devait m'être signifié. Mais on m'a dit les Ben Yacoub. J'étais étonnée. Connaissant les Ben Yacoub, s'agissant d'une vieille famille, comme vous en connaissez aussi à Alger, relativement marginalisée dans l'Algérie contemporaine. Et donc, je suis allée voir les Ben Yacoub, puisque la population de Annaba ne voulait pas se reconnaître dans Tliba, mais voulait se reconnaître dans les Ben Yacoub. La seconde question que je posais, c'était quel est le lieu qui incarne Annaba pour vous? Où est-ce que je peux trouver Riht Annaba, comme on dit en arabe, le parfum de Annaba? Et ils me répondent l'hippodrome. Alors, j'ai fait un lien, je savais que l'hippodrome avait été créé par un Ben Yacoub. Mais aussi, surtout, on ne m'a pas dit l'hippodrome. On m'a dit, il y a un petit café là-bas qui est tenu par Cheikh Al-Afrit, et c'est tous les vendredis après-midi, il y a les vieux de Annaba qui se réunissent. Je suis allée à Annaba le vendredi après-midi, bien évidemment. J'ai trouvé des vieux avec leurs épouses, parfois, dans un café d'une grande simplicité, et des musiciens qui jouaient la musique andalouse, le Malouf Annabi, qui jouait le Malouf Annabi, et au milieu de l'après-midi est arrivée la star de cette musique, aujourd'hui décédée, Hamdi Bennani. Hamdi Bennani est venu, il a chanté, et il chantait à tour de rôle. Et ça m'avait pensé à une soirée à Lisbonne, ou à l'Alfama. J'avais beaucoup traîné dans Lisbonne ce jour-là. Il y avait un vieil aveugle que j'avais croisé plusieurs fois dans la rue, qui mendiait et tout. Et il y avait des boîtes à fado, c'était très connu. Mais cette nuit-là, nous traînions dans l'Alfama, et à un moment, on entend un bruit. C'était un méchant bar aussi. Et nous y sommes descendus, ça n'avait rien à voir avec les boîtes de touristes, et il y avait tous les gens du quartier. Et il y avait l'aveugle qui n'était plus aveugle. Et les chants ont commencé, et chacun se levait et chantait à tour de rôle. J'ai eu le sentiment ce soir-là de toucher à quelque chose de l'âme de Lisbonne qui n'était pas prévu, et en tout cas pas prévu pour moi. Et j'ai eu à Annaba le même sentiment, de trouver ces gens, et depuis longtemps à Alger, et j'ai trouvé la même chose avec la musique andalouse, et à Oran avec le raï. Le raï, c'est cette musique qui fait danser, mais aussi dans ses paroles. C'est une espèce de hnana, comme on dit en arabe. La hnana, c'est la tendresse, c'est-à-dire quand les sujets sont dans le malheur, quand les sujets sont dans la réflexion, c'est le saudat, c'est cette musique qui vous réconforte, qui vient vous dire que vous avez eu des heures glorieuses, que vous avez été prince en Andalousie, que vous avez, comme dit la formule qu'on chante en andalou, si wel andalous yufhimul ishara, seuls les andalous peuvent comprendre ce sous-entendu, cet ishara, cette complicité qui fait lien, ce lien secret et qui réconforte.
Donc la musique a été très présente dans ce travail. Et donc en Algérie, la musique est vraiment un lieu de réconfort. Et ça a fait écho aussi. Au moment de ma thèse, j'avais interviewé une vieille moujahida, Fatiha Bouhiret, qui avait fait de la prison avec Fadela Zeria, une chanteuse iconique d'Alger, et Gouissem, sa sœur, et elle me racontait. Elle me disait, nous étions en prison, et quand nous étions désespérés, certaines étaient condamnées à mort, Fadela se mettait à chanter. Et ce chant, cette possibilité d'un chant comme une façon de réconforter des sujets dans le malheur, il était important pour moi de le signaler parce que les histoires ont été des histoires malheureuses. Et je vais commencer avec ces histoires. Donc la première personne ressource que j'avais rencontrée, c'était Khadija Othmani, une famille qui est en partie en Tunisie et qui à Alger a cette image un peu d'une famille qui réussit, qui vit facilement avec des fêtes et tout, et on pouvait n'en rester que là. Une famille d'entrepreneurs privés qui était installée depuis, qui était revenue de Tunisie en 62 et qui avait des affaires florissantes, une belle villa à Hydra. On pouvait n'en rester que là. Et quand j'ai abordé le récit familial avec elle, cette femme qu'on m'a désignée, que les autres m'ont dit, c'est la bosse, c'est elle qui sait tout. Si tu veux savoir, c'est elle qui sait tout. Cette bosse, elle m'a parlé tout de suite de la Alja. Et Alja, c'est une terre de douleur située dans les Aurès en Algérie. Et elle m'a raconté le Alja, mais bien évidemment, comme je ne suis pas trop... comme j'ai beaucoup d'admiration pour l'histoire, je suis allée voir les archives historiques pour comprendre Alja. Qu'est-ce que c'était que l'histoire de Alja et comment on pouvait s'appeler Othmani et venir de Alja et me dire à chaque détour de phrase nous sommes des Chaouis purs. Or, Othmani, ça veut dire ottoman. Et j'ai donc cherché les archives, j'ai trouvé qu'il y avait eu des Ottomans qui étaient arrivés jusqu'à l'Alja, mais surtout, j'ai trouvé que dès les premiers jours de l'occupation, Alja avait subi des violences coloniales terribles, que les terres avaient été bien sûr retirées au sujet, donc ils perdaient leurs terres sous leurs pieds, que les emprisonnements, les déportations, que tout s'était multiplié, et c'est comme ça qu'on quitte Alja, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on quitte l'origine. On part de la Alja dans la douleur, c'est le premier moment du récit, et on arrive à Tunis. Et à Tunis, comment rester de la Alja en étant à Tunis? Ils me racontent leur vie à Tunis, comment le père était là toute la journée. On ne fréquente pas les Tunisiens, on ne fréquente pas les Italiens, on ne se marie pas. Et les Othmanis se sont mariés avec les Tunisiens, mais après l'indépendance. C'était la peur de la perte de l'origine. C'était la peur de perdre d'où on vient. Et cette peur, ils l'ont portée pendant toutes les années où les Othmanis sont. Du coup, j'étais vraiment très émue, cette famille, où on pouvait penser que c'était peut-être des danseurs mondains, c'était pas du tout ça. C'était une famille qui venait de la douleur de l'Alja et qui avait porté cette douleur pendant des décennies et qui était rentrée au pays et qui, à partir de cette date, s'est mise à enterrer ses morts à l'Alja. On retrouvait la terre, les ancêtres, ils avaient réussi à conserver cette appartenance à Alja. Et donc, c'est ce lieu d'origine, Alja, est apparu, l'origine est devenue très importante. À Annaba, donc les Ben Yacoub, me parlaient du Borj complète, qui était dans la plaine d'Annaba. Et cette famille, qui est depuis plus d'un siècle, je dirais 2 siècles, à Annaba, qui a des
façon de recevoir, d'être, qui a même eu une alliance avec le bey de Tunis et qui recevait de façon très urbaine, me disait tout le temps, nous on est des ruraux, hein. Nous on est des ruraux, nous on est des ruraux. Nous, on est des ruraux, on n'est pas des urbains. La musique dans nos mariages, mais c'est tbal, c'est pas le malouf. On fait du tbal parce qu'on est des ruraux, c'est la musique de chez nous. On enterre au bord. Et j'ai commencé à chercher, mais cette famille, pourquoi? Et j'ai trouvé une épopée. Chez les Ben Yacoub, j'ai trouvé une épopée qui remontait jusqu'au XIVe siècle, l'ancêtre étant l'ami d'Ibn Khaldoun lors de son passage dans la région du Biskra, parce qu'en réalité, il venait de la région de Biskra, il venait de pas loin de Khangatsi d'Inaji, et c'était des djoued, c'est-à-dire des cavaliers, et ces cavaliers avaient défendu la terre constamment, femmes et hommes. Et pendant la période coloniale, ils avaient dirigé des insurrections, et une femme avait tué un émissaire et avait renvoyé sa tête aux autorités coloniales qui, quand elles l'ont attrapée, elle s'appelait Rim, l'ont aussi décapitée et ont renvoyé sa tête à sa famille. Et cette famille, qui avait participé à la lutte de libération aussi dans les maquis, se retrouvait en 62 marginalisée, traitée de Hizb francisée, parce qu'elle avait eu les moyens de scolariser un certain nombre de membres, elle avait réussi à durer pendant tous ces siècles dans une position qui, du point de vue des musulmans, était une position hiérarchique parmi les indigènes, jouant parfois des rôles d'intermédiation, puisqu'ils ont été députés, ils ont fait partie de délégations qui s'étaient rendues en France pour les négociations, donc ils ont compté. Et à Alger, j'ai trouvé Mahfoud Ben Smaya. Ça aussi, ça a été la famille qu'on m'a désignée. J'ai trouvé un monsieur décédé depuis, comme Khadija Asmani, et Mahfoud Ben Smaya m'a reçu dans le Borj Ben Smaya, ce qui restait du Borj Ben Smaya, c'est-à-dire une villa avec un petit jardin. Peu à peu, leur propriété, leur face avait disparu, et il me parlait avec nostalgie d'un temps passé, des soirées de musique andalouse qu'il continuait d'exercer au bord de sa piscine. Et ces trois familles-là avaient un recul et avaient des ancêtres. Et chez les Ben Yacoub, il y avait même un arbre généalogique. Dans certaines familles algériennes, il y a des arbres généalogiques. Et je me suis interrogée sur l'éruption de ces arbres généalogiques. Parce que la tradition, vous la connaissez, c'est les silsila. Ben Flen, Ben Flen, Ben Flen, Ben Flen. Comment était-on passé de la silsila à l'arbre généalogique? Et j'ai observé que c'était précisément au moment où sortaient les lois foncières françaises qui demandaient l'individuation des terres ou sinon qui permettaient leur captation. Et donc, les arbres généalogiques ont permis de faire surgir les femmes de la famille, qui avaient peu de terres, mais qui avaient quand même des terres, et selon les lois musulmanes, ce qui permettait de conserver un patrimoine foncier plus large, parce que les terres étaient dans l'indivision, et seul l'arbre généalogique pouvait faire apparaître les héritiers putatifs de ces terres. Et donc, j'ai trouvé comme ça des objets, des maisons, mais surtout des cimetières et du cuivre. Ce qui est le plus resté dans les familles, c'est le cuivre. Parce que les familles, et je le raconte dans le livre, je veux dire, c'est un livre qui m'a pris des années, donc je peux parler 3 heures, 4 heures, 10 heures. J'ai trouvé il y a tout un chapitre qui explique comment les Algériens ont perdu leur histoire, parce qu'ils ont perdu les terres, l'appartenance à une terre. Il y a les lois foncières, mais il y a aussi la déportation. Et moi, naïvement, comme une Kabyle, je pensais que la déportation, c'est nous.
c'est 71, El Mokrani, il n'y a que nous qui avons été déportés. Et j'ai trouvé des déportés dans toute l'Algérie. On avait déporté des gens. L'état civil qui a fait perdre les noms, et donc comment conserver des noms, comment continuer d'appartenir à un groupe quand on a perdu la nomination, on a perdu la terre, on a perdu... Et certains cimetières ont été détruits et accaparés. Et donc on a perdu les lieux symboliques où s'inscrivait la famille. Et j'ai trouvé tout ce malheur de ce peuple. Et j'ai trouvé donc les Sherifs qui avaient réussi, eux, à Oran, parce qu'Oran, c'est la ville du roman de la réussite par rapport à Annaba, qui est complètement une ville sinistrée. J'ai pleuré à Annaba. J'ai pleuré parce que j'avais connu Annaba, j'ai revu Annaba, et j'ai pleuré de voir Annaba dans l'état où elle était. Oran, il y a de l'aspiration, il y a encore de la projection. Il faut dire qu'Oran a toujours été un lieu où il y avait des mouvements de population très vieux. Et toujours, il y a eu des Espagnols, des Tlemcéniens qui arrivaient, des gens de Relizane, des gens de Mascara, des gens... Il y a toujours eu, elle a toujours été nourrie, et ensuite elle a bénéficié d'un pouvoir algérien qui a duré 20 ans et qui venait de l'Ouest et qui a, il est vrai, organisé le foncier industriel à Oran, donc il y a des parties sur l'économie des villes, qui a organisé, qui a installé là-bas, qui a fait de grands événements comme des sommets de l'énergie, de grands événements à Oran, qui a construit de grands hôtels, et aussi, donc, elle était donc une ville d'accueil, puisqu'elle a toujours eu des mouvements de population. Elle recevait, et c'est une ville qui conserve de l'énergie. Les Juifs sont arrivés dans ce mouvement-là en 62, avec un... 1800. Non, 1962, donc ça n'est pas une vieille famille, c'est une famille qui traduit bien le mouvement de la ville d'Oran, qui est un mouvement toujours réanimé par des mouvements de population, et des réussites, et un des membres avait fait partie du clan d'Oujda, donc il avait l'ami puissant qu'il fallait pour que la famille dure. Et j'ai trouvé ces familles-là qui avaient du récit, et que j'ai pu croiser avec des documents d'archives. Mais j'ai trouvé à l'autre bout du spectre des gens qui n'avaient pas rien, qui étaient sans récit, sans appartenance, ils avaient tout perdu. Et je leur pose la question, vous êtes d'où? D'Alger, de Hussendi. Vous êtes né où? À Hussendi. Votre père? Je ne sais pas. Peut-être Bouira, peut-être Bourgeois, peut-être votre mère. Vous venez d'où? Je ne sais pas. Un peu, peut-être à l'est, à l'ouest. Mais sans histoire, à une génération, sans récit, sans rien qui les inscrive. Il y en a un qui, poussé par la misère, est arrivé en vie. Et puis à partir de là, les autres ont essayé de se faire. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu, parce qu'ils étaient inscrits nulle part. Ils n'avaient pas l'ami puissant. Et alors ceux-là, ils vous disaient tout le temps, vous travaillez? Non, pourquoi? Ma'andish ktef, j'ai pas l'épaule. Ma'andish ma'arifa, je n'ai pas de connaissances. Et j'ai trouvé que ça faisait écho vraiment, que tous les riches comme les pauvres, les dotés d'histoire comme les autres avaient une logique dans leur discours qui était toujours comment appartenir à un lieu, comment s'inscrire dans ce lieu, comment se reproduire dans ce lieu. Oui. Excusez-moi, mais Maradi Chefter, ça veut dire j'ai pas la force ou ça veut dire j'ai pas les... J'ai pas l'épaule, j'ai pas le réseau, j'ai pas le réseau. Les épaules pour s'appuyer. J'ai pas une épaule pour m'appuyer. Alors, ce sont les êtres que l'on élit qui font vivre les lieux. Autrement, les lieux disparaissent. Les morts et le cimetière aussi. Mais aussi des figures, des hommes et des femmes, ceux qui sont élevés au rang de héros familiaux.
et qui permettent une inscription dans la longue durée. En ce sens, il et elle portent les récits d'appartenance et les scans. Certains, comme les shérifs à Oran, ont des héros seulement contemporains, un frère, une mère, un père. La mère, elle appartenait à la famille d'Abdelkader. On en a trouvé un. Je parle de l'émir Abdelkader. On en a trouvé un. Ma femme, il a 2 épouses. Mais ma femme, la première, c'est la famille d'Abdelkader. Donc Abdelkader, il organise toutes les familles de l'Oranie, toutes celles que j'ai trouvées. Il y a Abdelkader, j'étais avec mon oncle, il était avec Abdelkader. Abdelkader était là, bon, c'est une figure organisatrice de l'appartenance à l'Ouest algérien. Et il y a ceux qui n'ont rien. Autre chose, le temps autobiographique m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que quand les sujets parlent, ils accordent plus de temps à un sujet, à une période, à un lieu, et cela me renseigne sur leur volonté de s'inscrire à partir de ce lieu, à partir de cette personne, et à partir d'événements particuliers. Et j'ai été très étonnée, par exemple, à Al-Hajjar, je marchais, je discutais, j'avais interviewé un syndicaliste très célèbre pour avoir mené des luttes syndicales très importantes dans la sidérurgie. Et quand je lui demandais qui il était, d'où il venait, il m'a parlé de ses origines maraboutiques. Il appartenait à une famille maraboutique. C'est-à-dire que son combat syndical, il le nouait à cette appartenance à une lignée maraboutique dont il considérait qu'elle avait pour tâche de s'occuper des gens qui l'entouraient, des gens autour d'elle, à travers la Zawiya, et que le syndicalisme lui avait permis de continuer finalement quelque chose qu'il avait en héritage. Et j'étais très étonnée. J'avais jamais, moi, entendu une chose pareille. Et c'est ce type qui et sa femme était sa cousine de la même famille maraboutique, donc il était resté, il était dans ce double jeu d'une vie syndicale moderne, impliqué dans des luttes, et il avait été un leader syndical important, mais lorsqu'il s'est agi de la longue durée, il en a référé à des catégories qui appartenaient à l'histoire de ce pays pour pouvoir s'inscrire dans l'histoire de ce pays. Et il y a consacré un temps suffisant pour que je considère que il en a été de même pour un gardien qui, avec sa femme, était le gardien d'une maison, l'homme à tout faire, d'une maison, d'une famille de la bourgeoisie commerçante de Annaba. Et ce type qui était de la bourgeoisie commerçante, qui était donc avec cette famille, venait d'un lieu qui était en dehors de Annaba, comme cette famille. Et en fait, c'était elle la famille maraboutique, lui, il était la clientèle. Et c'était maintenu ce rapport de clientélisme où, quand il est arrivé en ville, ils l'ont pris comme gardien. C'est-à-dire qu'ils avaient reproduit une situation qui était où ils étaient responsables de ces personnes-là. J'ai trouvé aussi, bien sûr, d'autres familles qui étaient des professeurs d'université, des fonctionnaires, qui, eux, m'ont raconté plutôt leur trajectoire, leur rapport à l'école, leur rapport à la ville, comment la mobilité en ville avait transformé leur destin, comment le fait d'avoir accès à une scolarité longue avait transformé leur destin, mais aussi celui de leurs proches, puisque leur sœur, ils s'étaient battus pour que leur sœur fasse des études, pour que
la vie de la famille se transforme. Et donc j'ai trouvé des ruptures et des continuités. Et ces ruptures et ces continuités, elles étaient le produit des difficultés auxquelles les sujets s'étaient confrontés, mais aussi de leurs aspirations. Ainsi, le syndicaliste, que j'avais beaucoup apprécié, on avait beaucoup marché ensemble, il m'avait beaucoup éclairé sur l'avenir de l'industrie algérienne, c'est-à-dire son échec. Et il m'avait... je lui ai demandé à un moment donné, tu as 2 enfants, une fille et un garçon, quelles sont tes aspirations les concernant? Il m'a dit, ma fille, elle travaille bien à l'école, elle est bonne, elle à l'université, elle réussit très juste, très bien. J'ai de la famille en France, je vais l'envoyer en France, elle va continuer ses études. Mon fils, il n'a pas étudié, il attend, il a fait une demande à l'ANSEJ. Je me suis vidée intérieurement parce que j'étais devant un site industriel qui était devenu un cimetière de machines-outils, alors que dans ma génération nous attendions de devenir le Japon grâce à ce site. Nous avions accepté tous les sacrifices, toutes les pénuries parce qu'il y avait ce site. Et je voyais qu'on avait retiré le travail pour donner la subvention. Et donc ça m'éclairait aussi sur un mode de fonctionnement et sur la façon dont les sujets avaient été introduits à un système général de répartition de rente qui leur faisait perdre leur dignité de travailleur et leur capacité de se projeter sur place. Parce que la leçon ultime de cette étude, je peux rester... La leçon dans 5 minutes, s'il te plaît. Voilà, j'ai compris que j'avais exagéré. Mais tu n'as pas exagéré. La leçon ultime de cette étude, c'est l'acharnement que les Algériens ont mis à durer, à s'inscrire dans la durée. Chaque famille n'a pour objectif que de durer comme famille, de continuer à s'inscrire, de tenir un récit. Et là, je voyais que ce récit que les Algériens, certains depuis le XIVe siècle, tenaient depuis le XIe siècle pour les maraboutiques, parce que c'est les morabitoun, ces familles fictives, comme dit Jacques Berck, c'est les ancêtres fictifs, dans son fameux article « Qu'est-ce qu'une tribu nord-africaine ?», qui est un article lumineux. Et tout cela, c'est du récit fictif, mais c'est du récit d'appartenance, qui permet au sujet de faire corps dans une société, parfois des rôles d'intermédiation, puisqu'ils ont été députés, ils ont fait partie de délégations qui s'étaient rendues en France pour les négociations, donc ils ont compté. Et à Alger, j'ai trouvé Mahfoud Ben Smaya. Ça aussi, ça a été la famille qu'on m'a désignée. J'ai trouvé un monsieur décédé depuis, comme Khadija Asmani. Et Mahfoud Ben Smaya m'a reçu dans le Borj Ben Smaya, ce qui restait du Borj Ben Smaya, c'est-à-dire une villa avec un petit jardin. Peu à peu, leur propriété, leur face avait disparu. Et il me parlait avec nostalgie d'un temps passé, des soirées de musique andalouse qu'il continuait d'exercer au bord de sa piscine. Et ces 3 familles-là avaient un recul et avaient des ancêtres. Et chez les Ben Yacoub, il y avait même un arbre généalogique. Dans certaines familles algériennes, il y a des arbres généalogiques. Et je me suis interrogée sur l'éruption de ces arbres généalogiques. Parce que la tradition, vous la connaissez, c'est les silsila. Ben Flen, Ben Flen, Ben Flen, Ben Flen. Comment était-on passé de la silsila à l'arbre généalogique? Et j'ai observé que c'était précisément au moment où sortaient les lois foncières françaises qui demandaient l'individuation des terres ou sinon qui permettaient leur captation. Et donc, les arbres généalogiques ont permis de faire surgir les femmes de la famille qui avaient peu de terres mais qui avaient quand même des terres
et selon les lois musulmanes, ce qui permettait de conserver un patrimoine foncier plus large, parce que les terres étaient dans l'indivision, et seul l'arbre généalogique pouvait faire apparaître les héritiers putatifs de ces terres. Et donc, j'ai trouvé comme ça des objets, des maisons, mais surtout des cimetières et du cuivre. Ce qui est le plus resté dans les familles, c'est le cuivre. Parce que les familles, et je le raconte dans le livre, je veux dire, c'est un livre qui m'a pris des années, donc je peux parler 3 heures, 4 heures, 10 heures. J'ai trouvé il y a tout un chapitre qui explique comment les Algériens ont perdu leur histoire, parce qu'ils ont perdu les terres, l'appartenance à une terre. Il y a les lois foncières, mais il y a aussi la déportation. Et moi, naïvement, comme une Kabyle, je pensais que la déportation, c'est nous. C'est 71, El Mokrani, il n'y a que nous qui avons été déportés. Et j'ai trouvé des déportés dans toute l'Algérie. On avait déporté des gens. L'état civil qui a fait perdre les noms, et donc comment conserver des noms, comment continuer d'appartenir à un groupe quand on a perdu la nomination, on a perdu la terre, on a perdu et certains cimetières ont été détruits et accaparés. Et donc on a perdu les lieux symboliques où s'inscrivait la famille. Et j'ai trouvé tout ce malheur de ce peuple. Et j'ai trouvé donc les Chlifs qui avaient réussi, eux, à Oran, parce qu'Oran, c'est la ville du roman de la réussite par rapport à Annaba, qui est complètement une ville sinistrée. J'ai pleuré à Annaba. J'ai pleuré parce que j'avais connu Annaba, j'ai revu Annaba, et j'ai pleuré de voir Annaba dans l'état où elle était. Oran, il y a de l'aspiration, il y a encore de la projection. Il faut dire qu'Oran a toujours été un lieu où il y avait des mouvements de population très vieux. Et toujours, il y a eu des Espagnols, des Tlemcéniens qui arrivaient, des gens de Relizane, des gens de Mascara, des gens... elle a toujours été nourrie. Et ensuite, elle a bénéficié d'un pouvoir algérien qui a duré 20 ans et qui venait de l'Ouest et qui a, il est vrai, organisé le foncier industriel à Oran, donc il y a des parties sur l'économie des villes, qui a organisé, qui a installé là-bas, qui a fait de grands événements comme des sommets de l'énergie, de grands événements à Oran, qui a construit de grands hôtels et aussi, donc, elle était donc une ville d'accueil, puisqu'elle a toujours eu des mouvements de population. Elle recevait, et c'est une ville qui conserve de l'énergie. Les Juifs sont arrivés dans ce mouvement-là en 62, avec un... 1800. Non, 1962, donc ça n'est pas une vieille famille, c'est une famille qui traduit bien le mouvement de la ville d'Oran, qui est un mouvement toujours réanimé par des mouvements de population, et des réussites, et un des membres avait fait partie du clan d'Oujda, donc il avait l'ami puissant qu'il fallait pour que la famille dure. Et j'ai trouvé ces familles-là qui avaient du récit, et que j'ai pu croiser avec des documents d'archives. Mais j'ai trouvé à l'autre bout du spectre des gens qui n'avaient pas rien, qui étaient sans récit, sans appartenance, ils avaient tout perdu. Et je leur pose la question, vous êtes d'où? D'Alger, de Hussendi. Vous êtes né où? À Hussendi. Votre père? Je ne sais pas. Peut-être Bouira, peut-être Bourgeois, peut-être votre mère. Vous venez d'où? Je ne sais pas. Un peu, peut-être à l'est, à l'ouest. Mais sans histoire, à une génération, sans récit, sans rien qui les inscrive. Il y en a un qui, poussé par la misère, est arrivé en vie. Et puis à partir de là, les autres ont essayé de se faire. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu, parce qu'ils étaient inscrits nulle part. Ils n'avaient pas l'ami puissant. Et alors ceux-là,
il vous disait tout le temps, vous travaillez? Non, pourquoi? Ma andish ktef, j'ai pas l'épaule. Ma andish ma'arifa, je n'ai pas de connaissances. Et j'ai trouvé que ça faisait écho vraiment, que tous les riches comme les pauvres, les dotés d'histoire comme les autres avaient une logique dans leur discours qui était toujours comment appartenir à un lieu, comment s'inscrire dans ce lieu, comment se reproduire dans ce lieu. Oui. Excusez-moi, mais les marins Shefteb, ça veut dire j'ai pas la force ou ça veut dire j'ai pas les... J'ai pas l'épaule, j'ai pas le piston, j'ai pas le réseau. Les épaules pour s'appuyer. Parfois des rôles d'intermédiation, puisqu'ils ont été députés, ils ont fait partie de délégations qui s'étaient rendues en France pour les négociations, donc ils ont compté. Et à Alger, j'ai trouvé Mahfoud Ben Smaya. Ça aussi, ça a été la famille qu'on m'a désignée. J'ai trouvé un monsieur décédé depuis, comme Khadija Asmani. Et Mahfoud Ben Smaya m'a reçu dans le Borj Ben Smaya, ce qui restait du Borj Ben Smaya, c'est-à-dire une villa avec un petit jardin. Peu à peu, leur propriété, leur face avait disparu. Et il me parlait avec nostalgie d'un temps passé, des soirées de musique andalouse qu'il continuait d'exercer au bord de sa piscine. Et ces trois familles-là avaient un recul et avaient des ancêtres. Et chez les Ben Yacoub, il y avait même un arbre généalogique. Dans certaines familles algériennes, il y a des arbres généalogiques. Et je me suis interrogée sur l'éruption de ces arbres généalogiques. Parce que la tradition, vous la connaissez, c'est les silsila. Ben Flen, Ben Flen, Ben Flen, Ben Flen. Comment était-on passé de la silsila à l'arbre généalogique? Et j'ai observé que c'était précisément au moment où sortaient les lois foncières françaises qui demandaient l'individuation des terres ou sinon qui permettaient leur captation. Et donc, les arbres généalogiques ont permis de faire surgir les femmes de la famille qui avaient peu de terres mais qui avaient quand même des terres et selon les lois musulmanes, ce qui permettait de conserver un patrimoine foncier plus large parce que les terres étaient dans l'indivision et seul l'arbre généalogique pouvait faire apparaître les héritiers putatifs de ces terres. Et donc j'ai trouvé comme ça des objets, des maisons, mais surtout des cimetières et du cuivre. Ce qui est le plus resté dans les familles, c'est le cuivre. Parce que les familles, et je le raconte dans le livre, je veux dire, c'est un livre qui m'a pris des années, donc je peux parler 3 heures, 4 heures, 10 heures. J'ai trouvé il y a tout un chapitre qui explique comment les Algériens ont perdu leur histoire, parce qu'ils ont perdu les terres, l'appartenance à une terre. Il y a les lois foncières, mais il y a aussi la déportation. Et moi, naïvement, comme une Kabyle, je pensais que la déportation, c'est nous. C'est 71, El Mokrani, il n'y a que nous qui avons été déportés. Et j'ai trouvé des déportés dans toute l'Algérie. On avait déporté des gens. L'état civil qui a fait perdre les noms. Et donc, comment conserver des noms? Comment continuer d'appartenir à un groupe quand on a perdu la nomination, on a perdu la terre, on a perdu... Et certains cimetières ont été détruits et accaparés. Et donc on a perdu les lieux symboliques où s'inscrivait la famille. Et j'ai trouvé tout ce malheur de ce peuple. Et j'ai trouvé donc les Chlifs qui avaient réussi, eux, à Oran, parce qu'Oran, c'est la ville du roman de la réussite par rapport à Annaba, qui est complètement une ville sinistrée. J'ai pleuré à Annaba. J'ai pleuré parce que j'avais connu Annaba, j'ai revu Annaba et j'ai pleuré de voir Annaba dans l'état où elle était. Oran, il y a de l'aspiration, il y a encore de la projection. Il faut dire qu'Oran a toujours été un lieu où il y avait des mouvements de population très vieux. Et toujours, il y a eu des Espagnols, des Tlemcéniens qui arrivaient, des gens de Relizane, des gens de Mascara, des gens... Il y a toujours eu, elle a toujours été nourrie, et ensuite elle a bénéficié
d'un pouvoir algérien qui a duré 20 ans et qui venait de l'Ouest et qui a, il est vrai, organisé le foncier industriel à Oran, donc il y a des parties sur l'économie des villes, qui a organisé, qui a installé là-bas, qui a fait de grands événements comme des sommets de l'énergie, de grands événements à Oran, qui a construit de grands hôtels, et aussi, donc, elle était donc une ville d'accueil, puisqu'elle a toujours eu des mouvements de population. Elle recevait, et c'est une ville qui conserve de l'énergie. Les Juifs sont arrivés dans ce mouvement-là en 62, avec un... 1800. Non, 1962, donc ça n'est pas une vieille famille, c'est une famille qui traduit bien le mouvement de la ville d'Oran, qui est un mouvement toujours réanimé par des mouvements de population, et des réussites, et un des membres avait fait partie du clan d'Oujda, donc il avait l'ami puissant qu'il fallait pour que la famille dure. Et j'ai trouvé ces familles-là qui avaient du récit, et que j'ai pu croiser avec des documents d'archives. Mais j'ai trouvé à l'autre bout du spectre des gens qui n'avaient pas rien, qui étaient sans récit, sans appartenance, ils avaient tout perdu. Et je leur pose la question, vous êtes d'où? D'Alger, de Hussendi. Vous êtes né où? À Hussendi. Votre père? Je ne sais pas. Peut-être Bouira, peut-être Bourgeonaïa, peut-être votre mère. Vous venez d'où? Je ne sais pas. Un peu, peut-être à l'est, à l'ouest. Mais sans histoire, à une génération, sans récit, sans rien qui les inscrive. Il y en a un qui, poussé par la misère, est arrivé en vie. Et puis à partir de là, les autres ont essayé de se faire. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu, parce qu'ils étaient inscrits nulle part. Ils n'avaient pas l'ami puissant. Et alors ceux-là, ils vous disaient tout le temps, vous travaillez? Non, pourquoi? Ma'andish ktef, j'ai pas l'épaule. Ma'andish ma'arifa, je n'ai pas de connaissances. Et j'ai trouvé que ça faisait écho vraiment, que tous les riches comme les pauvres, les dotés d'histoire comme les autres avaient une logique dans leur discours qui était toujours comment appartenir à un lieu, comment s'inscrire dans ce lieu, comment se reproduire dans ce lieu. Oui. Excusez-moi, mais Marine Chefter, ça veut dire j'ai pas la force ou ça veut dire j'ai pas les... J'ai pas l'épaule, j'ai pas le pas le piston. J'ai pas le réseau. Les épaules pour s'appuyer. J'ai pas une épaule pour m'appuyer. Alors, ce sont les êtres que l'on élit qui font vivre les lieux. Autrement, les lieux disparaissent. Les morts et le cimetière aussi. Mais aussi des figures, des hommes et des femmes, ceux qui sont élevés au rang de héros familiaux et qui permettent une inscription dans la longue durée. En ce sens, il et elle portent les récits d'appartenance et les scandent. Certains, comme les shérifs à Oran, ont des héros seulement contemporains, un frère, une mère, un père. La mère, elle appartenait à la famille d'Abdelkader. On en a trouvé un. Je parle de l'émir Abdelkader. On en a trouvé un. Ma femme, il a 2 épouses. Mais ma femme, la première, c'est la famille d'Abdelkader. Donc Abdelkader, il organise toutes les familles de l'Oranie, toutes celles que j'ai trouvées. Il y a Abdelkader, j'étais avec mon oncle, il était avec Abdelkader. Abdelkader était là, bon, c'est une figure organisatrice de l'appartenance à l'Ouest algérien. Et il y a ceux qui n'ont rien. Autre chose, le temps autobiographique m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que quand les sujets parlent, ils accordent plus de temps à un sujet, à une période, à un lieu,
Et cela me renseigne sur leur volonté de s'inscrire à partir de ce lieu, à partir de cette personne, et à partir d'événements particuliers. Et j'ai été très étonnée, par exemple, à Al-Hajjar, je marchais, je discutais, j'avais interviewé un syndicaliste très célèbre pour avoir mené des luttes syndicales très importantes dans la sidérurgie. Et quand je lui ai demandé qui il était, d'où il venait, il m'a parlé de ses origines maraboutiques. Il appartenait à une famille maraboutique. C'est-à-dire que son combat syndical, il le nouait à cette appartenance à une lignée maraboutique dont il considérait qu'elle avait pour tâche de s'occuper des gens qui l'entouraient, des gens autour d'elle, à travers la Zawiya, et que le syndicalisme lui avait permis de continuer finalement quelque chose qu'il avait en héritage. Et j'étais très étonnée. J'avais jamais, moi, entendu une chose pareille. Et c'est ce type qui et sa femme était sa cousine de la même famille maraboutique, donc il était dans ce double jeu d'une vie syndicale moderne, impliqué dans des luttes, et il avait été un leader syndical important, mais lorsqu'il s'est agi de la longue durée, il en a référé à des catégories qui appartenaient à l'histoire de ce pays pour pouvoir s'inscrire dans l'histoire de ce pays. Et il y a consacré un temps suffisant pour que je considère que il en a été de même pour un gardien qui, avec sa femme, était le gardien d'une maison, l'homme à tout faire, d'une maison, d'une famille de la bourgeoisie commerçante de Annaba. Et ce type, qui était de la bourgeoisie commerçante, qui était donc avec cette famille, venait d'un lieu qui était en dehors de Annaba, comme cette famille. Et en fait, c'était elle la famille maraboutique, lui, il était la clientèle. Et c'était maintenu ce rapport de clientélisme où, quand il est arrivé en ville, ils l'ont pris comme gardien. C'est-à-dire qu'ils avaient reproduit une situation qui était où ils étaient responsables de ces personnes-là. J'ai trouvé aussi, bien sûr, d'autres familles qui étaient des professeurs d'université, des fonctionnaires, qui, eux, m'ont raconté plutôt leur trajectoire, leur rapport à l'école, leur rapport à la ville, comment la mobilité en ville avait transformé leur destin, comment le fait d'avoir accès à une scolarité longue avait transformé leur destin, mais aussi celui de leurs proches, puisque leur sœur, ils s'étaient battus pour que leur sœur fasse des études, pour que la vie de la famille se transforme. Et donc j'ai trouvé des ruptures et des continuités. Et ces ruptures et ces continuités, elles étaient le produit des difficultés auxquelles les sujets s'étaient confrontés, mais aussi de leurs aspirations. Ainsi, le syndicaliste, que j'avais beaucoup apprécié, on avait beaucoup marché ensemble, il m'avait beaucoup éclairé sur l'avenir de l'industrie algérienne, c'est-à-dire son échec, et il m'avait... d'un effet de mode contemporain, de la revalorisation du rural par rapport à l'urbain, où c'est vraiment un mythe familial qui est entretenu de génération en génération. Il peut y avoir un peu des deux. Non, il n'y a pas des deux parce qu'en général, tous les Benyakoub sont partis à l'étranger. Ils sont à Washington, les jeunes. Ils sont à Washington, ils sont en France, ils sont partout parce qu'ils n'ont pas de place vraiment. Et souvent, alors, il m'a été reproché d'avoir parlé de ces familles dans un débat par une personne. Parce qu'il ne faut pas en parler, carrément. Ils n'existent pas dans le paysage social. Alors que
ils sont dans la réalité sociale, et qu'un sociologue qui parle des familles en vide et qui les ignorerait ferait un travail d'autocensure. Parce que sur 10 familles, il y en a bien une qui appartient à l'histoire sur la longue durée. On m'a dit, ah oui, vous avez parlé des grandes familles, heureusement que Karl Marx est passé par là. J'ai répondu qu'il avait quand même écrit un livre qui s'appelait Le Capital, et qu'on pouvait quand même s'interroger. Et sur le rôle de ces femmes. C'était quoi? C'était le reproche d'avoir parlé de femmes d'avoir parlé de ces femmes. Non, elles sont plus puissantes. Elles sont plus puissantes. Elles sont plus puissantes, excepté les shérifs à Oran, parce qu'Oran reste une ville où il y a la possibilité. Mais à Annaba, par exemple, les Ben Yarkoub sont à la source de tout. Ils ont créé des coopératives, les Tabakop. Ils ont été délégués financiers, ils ont été députés, ils ont créé l'hippodrome, ils ont été les mécènes de la musique, de la vie. Mais localement, régionalement, pas au pouvoir central. Dans leur localement, régionalement. Ils arrivaient de Biskra, Trangatsidinaji, qui est une région célèbre, enfin, je veux dire dans l'histoire. Et ils arrivaient de Biskra, ensuite ils sont allés dans la... Parce qu'ils se sont opposés à un moment donné au bey de Constantine. Et surtout, ils se sont opposés au Bengana, qui pactisait avec la France. Et donc, ils ont dû quitter leur fief. Ils sont allés sur la plaine d'Annaba, qui était une plaine très très riche, qui était le grenier de Rome, comme on l'a surnommé dans l'Antiquité. Elle était une plaine céréalière très très riche. Et ils avaient un borge là-bas, et ils ont leur cimetière et tout. Et du Borge, quand les Français s'en sont pris à eux, parce que du Borge, ils avaient réorganisé la résistance à la pénétration française, ils sont venus à Annaba. Et ils sont venus en groupe, parce qu'il fallait qu'ils se protègent. Ils sont venus en groupe à Annaba et ils ont habité des maisons, ils avaient des moyens financiers, ils avaient un capital foncier très très grand, et ils ont fait surgir ces arbres généalogiques pour en conserver le maximum. Donc, c'est une famille qui rappelle ses origines rurales pour rappeler cette saga. Parce que s'ils renonçaient à cette part rurale d'eux-mêmes, c'est qu'ils renonçaient à toute cette histoire héroïque. D'autres questions à toi? Oui, moi j'ai une question. Attends, oui. Allez-y, là il a au plus fat. Voilà, je vous ai mis dans le... Non, allez-y. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi j'ai une question sur le choix des villes, enfin ou plutôt est-ce que vous avez envie de travailler, de continuer poursuivre cette enquête dans d'autres villes? Enfin, est-ce que c'est un projet? Est-ce que ça a été une idée que vous aviez eue en tête avant l'écriture de l'ouvrage? Et en même temps que cette question-là, je sais que vous avez travaillé sur le MZAP par exemple. Pourquoi ne pas avoir intégré une autre ville du Sud? Enfin, je sais pas, voilà, c'est un peu une petite question. Alors, je vais vous dire, moi j'adore mon métier et j'ai toujours trouvé que c'était fascinant la liberté que nous avions. La liberté de penser que notre métier nous accorde. Ce travail, il est l'aboutissement d'une réflexion sur les institutions. C'est ce qui me passionne. Et j'avais travaillé dans le MZAB sur les institutions ibadites, parce qu'on présentait toujours le MZAB comme une singularité, en disant, vous voyez, eux, ils sont bien parce qu'ils ont des élèves, parce qu'ils sont différents. Et donc moi, j'étais curieuse, je voulais comprendre qu'est-ce que c'est que cette singularité. Il se trouve de plus que j'ai épousé un ibadite, que mon fils est donc ibadite, qu'il y a des aspects comme ça dans les choix individuels qui sont là, et ça m'a permis aussi des ouvertures dans mon travail. Ça m'a permis de toucher un public que je n'aurais pas pu. Des entrées. Des entrées, absolument. J'ai été très bien accueillie par les familles et tout.
Donc, j'ai étudié les institutions du Mzab en essayant de comprendre aussi qu'est-ce qu'une institution. C'est pour ça que j'ai commencé mon exposé par la famille comme une institution. Et j'ai, au terme de ce travail, vu que ce qui faisait la singularité du Mzab n'était pas une singularité sociologique. C'est l'appartenance à une école doctrinale qui est l'école ibadite. Mais si on regarde les institutions, ce sont la shira, fahshir. Or la shira, elle est dans toute l'Algérie. C'est les jma'a. Jma'a, elle est en Kabylie, les jma'a, elles sont dans toute l'Algérie. Alors, par contre, j'ai trouvé la halqa des Azzaba. La halqa des Azzaba, ce sont les clercs du groupe qui interrogent la vie quotidienne, qui interrogent la doctrine, l'école doctrinale, l'école ibadite, pour en tirer des enseignements sur le mode de vie. Et j'ai trouvé des choses que... pour moi, c'est mon meilleur livre. Parce que je crois que j'ai beaucoup travaillé sur ce livre et que j'ai trouvé des choses qui sont passionnantes. Passionnantes. La seconde chose qui m'a frappée, c'est que j'ai découvert une halqa des Timsiridine. C'est-à-dire qu'il y avait des clercs au masculin, mais des clercs au féminin. En étudiant les règles de fonctionnement de ces halqa, j'ai trouvé qu'ils étaient chargés aussi de laver les morts et qu'ils pouvaient refuser de laver un mort parce qu'il ne s'était pas conformé aux règles. J'ai trouvé aussi qu'ils pouvaient, comment dire, quand on envoie quelqu'un loin, bannir quelqu'un. Et je retrouvais, pour aller voir la mer, c'était des lignes telles que c'était écrit dans la cité antique de Fustel de Coulanges. Et j'ai travaillé sur des documents, l'histoire, sur plusieurs siècles. C'est parce que j'ai travaillé sur des conventions. J'ai travaillé sur les conventions ibadites. Donc, vraiment, j'ai cherché l'organisation sociale dans des documents historiques. Parce que j'étais partie de Norbert Elias. Vous connaissez ce livre de Norbert Elias où il a travaillé sur les codes de savoir-vivre. Et à partir des codes de savoir-vivre, il a trouvé une organisation sociale. Et je me suis dit, je vais faire ça avec les conventions ibadites. Et j'ai retrouvé une organisation sociale à travers ces conventions. Donc, il y avait cette interrogation sur les institutions, et ce livre, qui est pour moi un livre lumineux, le livre de Mary Douglas, ce que pensent les institutions. Que pensent les institutions, et puis de la souillure, qui est un livre lumineux. Et donc, je me suis inspirée de ce premier travail, qui a été un travail d'investissement premier, donc c'est pas que c'est le meilleur livre, c'est celui qui m'a coûté le plus. Voilà, on va dire parce qu'il m'a coûté l'investissement initial, théorique initial, le plus lourd. Et il m'a montré l'intérêt des archives pour un sociologue. Et je suis arrivée à la sociologie par deux routes. De la famille, par deux voies. La première voie, c'est que je suis féministe et que la famille, c'est l'horizon. Pendant longtemps et depuis longtemps en Algérie. Ça commence à changer avec ce taux de célibat définitif. Donc je voulais comprendre parce que je crois que le féminisme est universel, je crois que le patriarcat, on le trouve partout, et je crois qu'il change de forme et qu'il se réalise différemment selon les contextes. Et donc je voulais comprendre le patriarcat chez moi, sa façon dont il fonctionnait et tout, mais donc la famille dans laquelle nous avions une voix, et la seconde voie, c'est donc celle des institutions,
Et j'ai dirigé donc cette équipe au CREAD, et ça avait donné lieu à 2 publications précédentes. La première qui est l'enquête quantitative, parce que j'ai travaillé par emboîtement. La première, je l'ai faite avec 10 personnes, statisticiens, démographes, économistes, anthropologues, sociologues, et je dirigeais. Et on a fait une grosse publication qui s'appelle « Les mutations familiales en milieu urbain ». Ensuite, j'ai rétréci l'équipe à une économiste qui a une vision économique politique, comme celle que je défendais au CREAD à ce moment-là, et qui m'a valu mon renvoi, et une anthropologue, 2 sociologues, et moi. Et là, on a rétréci l'échantillon, parce qu'au début, c'était 12 villes, donc il y avait métropole, ville moyenne et petite ville. Et c'était tiré sur un échantillon de l'Office national des statistiques. Le second, dans cet échantillon de 12, on a pris les métropoles pour comprendre vers quoi on allait, c'est-à-dire, comme je disais, quel était le rôle des métropoles comme diffuseurs de modèles de fonctionnement. Et on a pris Oran, Constantine, Alger, Annaba. On a pris ces 4 villes, et c'était un ouvrage un peu plus théorique qui s'appelle « Comment penser les mutations familiales ». Parce qu'il s'agissait de tirer les leçons de la grosse enquête. Et après, j'ai pris mon envol, puisque j'étais à la retraite et que j'avais été foutu à la porte du CREAD avec 19 autres professeurs, parce qu'on s'opposait à la vision qu'avait installé le directeur général de la recherche scientifique, qui était de définir l'économie comme une science exacte. Et donc, là, j'ai décidé de faire mon livre sur la famille. J'ai retiré Constantine parce que ça n'était pas moi qui avais fait l'enquête sur Constantine, c'était un collègue, et je pensais que, par honnêteté, je n'avais même pas, j'aurais pu repasser sur ses pas et prendre un échantillon différent, mais vous savez comment est la communauté universitaire. J'ai pris mes distances avec Constantine, qui est pourtant une ville passionnante, et que j'aurais aimé étudier. Alors vous me direz, je n'ai pas pris de ville kabyle, parce que c'est toujours très difficile de parler de soi-même, et parce que je ne me sentais pas suffisamment armée pour affronter cette question du rapport au sujet, d'un rapport aussi étroit au sujet, dans une situation aussi politique très complexe. Et je n'ai pas pris le MSAP parce que le MSAP m'avait donné déjà ce qu'il devait me donner. Donc de 12 villes à 4 à 3. Voilà. Fatma. Et moi je vais parler d'une ville, Oran, puisque je suis d'Oran, oui, aussi de la famille Chérif. Je connais bien l'histoire de la famille Chérif, mais je les connais aussi par d'autres aspects, pas seulement par leur histoire. Et quand tu as parlé de ce rapport à la musique, l'histoire de la famille Chérif à Oran, elle est très collée à la chanson de Cheikh Harimiti, La Camel, La Camel. C'est eux la Camel. C'est eux, c'est l'histoire de l'émergence de la famille. Ils ont un déporté. Et de la richesse de la famille Chérif, mais aussi de la raison pour laquelle ils ont été exilés en Suisse. Et à l'arrivée de Chebli, donc ils ont été amnistiés, ils sont revenus. Voilà. Est-ce que j'ai pas lu le. Je savais pas. Malheureusement, j'ai pas lu, donc tu. Voilà. Ah, il faut que tu lises quand même. J'ai pas si lu. Mes amis ne me lisent non, pas, je lis ce qu'ils Mais la chanson de Cheikh Harimiti, c'est quoi? C'est quoi? La Camel. Mais La Camel, c'est une usine. Une usine dans la zone industrielle d'Arzeu, qui est l'histoire sociale de la ville, puisque Cherif Atman avait donc détourné les fonds, et c'est à partir de là qu'il s'est enrichi. Et alors Boumediene à l'époque a eu écho de cette histoire, et il les a donc dépossédés, et il leur a donné la faveur d'aller s'exiler, parce que sinon ça aurait été la crise. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, d'autres questions? Je vais écouter Cheikh Hamidi ce soir. La chanson La Camel. Ouais, je vais la chercher. D'autres questions, des interventions? Mais les chiffres sont intéressants, hein, sur le foncier industriel, sur beaucoup de choses que je cite. Je voulais. Oui, Moi, j'étais très touchée par le. plus fort s'il vous plaît, je vous entends. J'étais très touchée par le poème que vous avez lu. Je suis une littéraire, donc je suis un petit peu étrangère à certains aspects. Et donc, je voulais savoir la nature de l'influence que ça a eu sur votre travail, en fait. Bon, on peut être sensible, bien sûr, à la poésie, c'est très profond, c'est très beau. J'aimerais bien un peu comprendre l'articulation, si vous voulez, entre ce poème, qui est magnifique, et votre travail. Bon, ma thèse a porté sur les identités féminines à Alger. Donc je considère que... Et je suis sociologue urbaine par ailleurs, c'est-à-dire que j'ai enseigné en sociologie urbaine les institutions urbaines pendant très longtemps. Et je considère que les lieux décernent de l'identité. Qu'on n'est pas impunément d'un lieu ou d'un autre. Et qu'il n'y a pas que les lieux, il y a les figures de personnes qui vous nourrissent. Il y a des musiques, il y a des mets, la nourriture qu'on mange, toutes ces choses-là remplissent les sujets, leur permettent d'appartenir. Par exemple, j'avais fait un article que j'avais présenté ici à Tunis dans une publication qui a été coordonnée par Dalel Dalargesh il y a très longtemps, qui s'appelait L'histoire des femmes au Maghreb. Et dedans, j'avais fait un article sur l'alimentation. Et j'avais montré comment peu à peu, on était arrivé à l'érection du couscous comme plat national. Alors qu'il y a des quantités de couscous. Et que jusqu'à présent, chacun a son couscous. Là, on dit le couscous kabyle, on dit le couscous, le mziyet de Constantine, on dit chaque ville, le couscous tunisien, il y a les couscous, mais on a fini par faire un couscous qui est devenu un emblème national avec une sauce rouge, des légumes, de la viande de mouton ou de bœuf et des graines blanches, alors qu'il y a une quantité de graines insoupçonnée. Et donc, il y a comme ça, y compris de la construction nationale, donc, autour de mets de cuisine qu'on mange. Donc, ça, c'était mon premier travail. C'était mes premiers travaux. Et donc ce poème, il avait fait écho comme ça à ma subjectivité dans mon rapport à la sociologie. C'est comment je m'interroge toujours sur comment les lieux, les objets, les personnes, par exemple, une femme. Par exemple, une femme, comment elle peut... je vais vous dire quelque chose de ridicule. J'ai enseigné pendant 42 ans et je faisais toujours attention à rentrer à la fac, les vitres baissées, la musique, pour insuffler à mes étudiantes l'idée d'un bonheur féminin possible quand on étudie, qu'on travaille et qu'on conduit une voiture. Et moi-même, j'ai eu des modèles comme ça, des femmes, je pense par exemple à Josie Fanon, la veuve de France Fanon, dont j'ai été très proche dans mon adolescence. On roulait des heures. Elle me chantait des chansons, elle me racontait sa romance avec Frantz Fanon. Elle était dotée d'abord de cette aura d'avoir été l'épouse du penseur, et elle était une femme merveilleuse elle-même, hein. Et donc, tous ces récits, tout ça, je considère qu'ils ont, comme je le disais, des moudjahidettes aussi, ça transpire sur vous, ça vous nourrit, comme les lectures. Je parlais hier la génération actuelle ne le connaît pas, mais ma génération à l'adolescence, elle était nourrie par des romans comme Les drapeaux sur les tours et L'acier fut trempé, ou la poésie. Quand Elsa Triolet est morte, ma mère m'a dit... Tu sais, ma fille, j'ai eu l'impression que c'était quelqu'un de la famille qui était mort, parce que je marchais dans la maison et je déclamais Aragon, ou Nazim Hikmet,
Et tout ça, ça nous construit. Et donc un acteur social, il est debout parce qu'il est dans des conditions concrètes matérielles, mais il affronte ces conditions matérielles et concrètes avec des ressources. Et ces ressources, c'est pour ça que je dis toujours, et je m'énerve, nous ne sommes pas que la colonisation. Nous avons été avant, nous avons été après. Quand vous allez à Bahreïn, que vous voyez le repère de la Kahena, que vous êtes fasciné par ce... C'est une femme qui a creusé une ville dans la roche et qui faisait monter les vivres, les armes, tout par des poulies. Elle avait institué un système extraordinaire. Quand vous allez dans ces lieux de mémoire, comme dit Pierre Nora, vous comprenez quand même que ce peuple ait pu résister, qu'il ait pu avoir une capacité de résister à une puissance coloniale qui est restée 132 ans. Je veux dire, c'est parce qu'il y avait cette histoire fabuleuse derrière, il y avait cette appartenance, et il y avait, chez des familles comme les Ben Yacoub, cette épopée, il y avait les Myres, il y avait l'épopée, il y avait ces cavaliers qui déferlaient sur les plaines d'Annaba, il y avait ces figures héroïques de femmes qui décapitaient des ennemis. Et c'est pour ça que ce poème m'a touchée et qu'il s'inscrivait dans mon travail. Merci. Je vous remercie. D'autres questions? Sinon, merci Fatma de nous avoir communiqué la beauté de ce poème, la beauté de l'Algérie et la beauté du métier de sociologue. Ah oui, c'est un beau métier. Merci. Merci à vous.